BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business. Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, il fallait s'y attendre, ça y est, Donald Trump qui commence à lancer des menaces aux Européens. Soit vous achetez plus, voire beaucoup plus de GNL aux États-Unis, soit ça va se terminer à coup de droits de douane. Voilà ce qu'a dit le président américain. Au moins, ça a le mérite d'être clair. On va voir ça dans un instant. Le père de Flamanville qui, normalement, devrait être raccordé ce soir au réseau électrique. Mine de rien, c'est un petit événement. On va voir tout ça dans le journal dans un instant. Et puis dans un quart d'heure avec nos experts sans frontières qui seront là comme tous les vendredis. Nos confrères de la presse étrangère qui viennent jeter leur regard sur l'actualité française et internationale. Beaucoup de choses encore à disséquer en cette fin d'année. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 19h. Bonne soirée. Good Evening Business, le journal. Donc ça y est, Donald Trump qui commence à sortir les griffes face aux Européens à un mois de son arrivée à la Maison-Blanche, évidemment. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir Guillaume. Donc qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques heures ? Soit nous achetons plus de GNL aux États-Unis, soit ça va se terminer avec des droits de douane supplémentaires. C'est simple, c'est efficace. Oui, c'est assez simple. Il utilise sa meilleure arme, effectivement, l'arme énergétique qui a vocation, en tout cas, à être envoyée en Europe. Vous savez que l'Europe importe de plus en plus de gaz naturel liquéfié venant des États-Unis depuis 2 ans, évidemment en raison du fait de la baisse des importations de gaz russes. Et donc Donald Trump utilise cette arme pour faire effectivement ce chantage. Lui, ce qu'il souhaite, c'est d'abord rester le premier producteur mondial de gaz. Il l'est encore devant la Russie. Et la Russie, effectivement, peut-être, sa déclaration est elle aussi opportune à un mois de son arrivée à la Maison-Blanche, évidemment, mais dans la perspective peut-être d'une paix en Ukraine et du fait que les Russes auraient peut-être l'occasion de vendre encore un peu plus de gaz et peut-être même de recommencer à en vendre un petit peu à quelques pays européens. On pense notamment à l'Allemagne. Vous savez, l'Europe importe 19% de son gaz de Russie encore. Alors c'est du gaz qui ne vient pas de Gazprom, la société d'État, mais notamment de Total Energy et du gaz naturel liquéfié logé en Sibérie. Et les États-Unis représentent 14% des importations de gaz. Donc il y a effectivement cette place à jouer. Et j'aurais envie de dire que cette arme, en tout cas de Donald Trump, n'est pas forcément que à sa main, puisque l'Europe est vraiment son seul véritable débouché, en tout cas sur lequel il puisse jouer. Donc quel est le rapport de force ? Il n'est pas forcément que en faveur de Donald Trump. Bon, en tout cas, Donald Trump qui dégaine cette menace, une de plus. Il arrivera donc à la Maison-Blanche dans un mois pile. Ça sera le 20 janvier, évidemment. Concernant le secteur énergétique, toujours. Alors Mathieu, disons un mot, allez, pour le saluer. C'est la bonne nouvelle. Le PR de Flamanville qui va être théoriquement raccordé ce soir au réseau électrique. Alors qui sera à 100% à l'été prochain seulement. C'est pas pour tout de suite non plus. Oui, exactement. Là, on est à 25%. Donc c'est quand même, c'est quand même assez significatif. Il avait démarré déjà un petit peu cet été, mais c'était très faible. Donc là, il doit normalement être connecté au réseau, comme on dit, en fin de nuit ou en début de nuit. Et il sera à pleine puissance l'été prochain. Alors EDF a précisé qu'il y aurait de multiples arrêts encore et tests. C'est un EPR, c'est un gros diesel. Et donc les spécialistes disent qu'en réalité, ça met 1 an avant de démarrer à pleine puissance, sauf que dans 18 mois, il faudra de nouveau l'arrêter pour changer, vous savez, le couvercle de la cuve dans laquelle on met l'uranium. C'est un engagement que EDF a pris avec l'autorité de sûreté nucléaire. Il ne faut pas oublier que Flamanville, c'est un prototype, voilà. Donc, soyons prudents avec ce démarrage. Il démarre, mais il démarre lentement. Il y a encore quelques échéances. L'enjeu, c'est avant tout les prochains EPR2. Absolument. En tout cas, ça faisait 25 ans, 1999, qu'on n'avait pas raccordé un nouveau réacteur. C'était du côté de... C'était à Civaux. C'était à Civaux, exactement. Il me semble. Exactement, voilà. 25 ans. Et encore beaucoup de défis, évidemment, pour les prochains EPR. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Guillaume. Mathieu avec nous sur BFM Business. 18h03 en France, toujours. C'est fait. Il est paru au journal officiel l'arrêté qui valide l'accord conclu entre les partenaires sociaux sur l'assurance chômage. C'est fait, mais compte tenu de délai, il y a quand même pas mal de mesures de cet accord qui ne vont pas entrer en vigueur tout de suite. Caroline Morisseau. Principale mesure, toutes les bornes d'âge qui permettaient aux seniors de bénéficier d'une durée d'indemnisation plus longue vont être décalées. Ce sera désormais 22 mois et demi à partir de 55 ans et jusqu'à 27 mois à partir de 57 ans. Bonne nouvelle en revanche pour les seniors. La dégressivité de l'allocation chômage sur les hauts revenus cessera de s'appliquer dès 55 ans au lieu de 57. Les employeurs enfin bénéficieront d'une baisse de cotisation de 0,05% dès le 1er mai prochain. 2 mesures sont
sont toutefois écartées. L'assouplissement des conditions d'ouverture des droits pour les jeunes, 5 mois travaillés au lieu de 6 pour être indemnisés. Pour cela, il faudra en passer par une loi. Enfin, la baisse des indemnités des travailleurs frontaliers est elle aussi abandonnée pour des raisons juridiques. En validant cet accord, François Bayrou adresse un signal fort aux partenaires sociaux, à un moment crucial où il tente de les remettre autour de la table sur la réforme des retraites. Caroline Morisseau, en France, toujours encore un gros plan social qui se précise. La fonderie de Bretagne qui emploie 350 personnes dans le Morbihan a annoncé aujourd'hui que les négociations en vue de son rachat par un fonds privé avaient échoué. La fonderie d'ailleurs accuse Renault clairement d'être responsable de cet échec. Renault avait vendu le groupe il y a 2 ans, mais il restait quasiment son seul et unique client aujourd'hui. Et puis alors, journée catastrophique en bourse pour Novo Nordisk. L'action du groupe danois dégringolée de 20%. C'est le coup classique dans la pharmacie. Le groupe a publié les résultats d'une étude clinique sur un médicament anti-obésité. Ils sont moins bons que prévu. Hélène Cornet. Le Wegovy, c'est déjà de l'histoire ancienne. Novo Nordisk cherche le traitement encore plus efficace, celui qui permettra de perdre 25% de son poids rapidement. Le laboratoire danois pensait l'avoir trouvé avec le médicament CagriSema, mais les derniers essais ne donnent pas les résultats escomptés. La perte de poids des patients candidats plafonne à 22,7%. C'est à peine mieux que les résultats du Mounjaro, le traitement de son grand rival, l'américain Eli Lilly, et ça suffit à décevoir les marchés qui sanctionnent le titre. Novo Nordisk n'a pas dit son dernier mot. Il va recommencer ses essais en forçant un peu les doses. Le Danois travaille également sur un produit minceur sous la forme d'une pilule à avaler. L'objectif est de devancer ses concurrents et rester leader de ce marché qui n'en est qu'à ses débuts. 24 milliards de dollars aujourd'hui, 100 milliards en 2030, selon Goldman Sachs. Hélène Cornet, ça va pas fort pour Novo Nordisk. Par contre, les nouvelles sont bonnes pour Boeing, où la production a repris, mais seulement il y a quelques jours après des semaines de grève. Les commandes commencent à refleurir également. Jean-Baptiste Huette. La grève des machinistes de Boeing semble n'être plus qu'un mauvais souvenir. Dans les usines du groupe, la production redémarre progressivement. Le 737 MAX, le 767, le 777. Ces dernières semaines, les équipes ont bénéficié de compléments de formation. Boeing a vérifié que tout le monde était bien à jour au niveau des certifications. Car oui, outre la grève, il s'agit aussi de corriger les erreurs du passé. La qualité. Désormais, chaque avion qui sort doit être irréprochable. D'ailleurs, le régulateur américain veille au grain. La FAA a déclaré qu'elle allait même intensifier les contrôles. Un gros travail a également été effectué au niveau des stocks. Il s'agit de tout faire pour fluidifier au maximum la chaîne de sous-traitance. Boeing doit produire coûte que coûte et surtout livrer ses avions pour engranger du cash. La grève aura coûté plus de 11 milliards de dollars. C'est peu ou prou le budget nécessaire à la création d'un nouvel avion. La machine Boeing semble être repartie, encore convalescente, mais soutenue par les investisseurs. Ceci grâce à un carnet de commandes de 5400 appareils pour plus de 500 milliards de dollars. Jean-Baptiste Huette, et puis encore une déception, une de plus concernant les fameux taxis volants. Décidément, en France, le groupe ADP a annoncé aujourd'hui qu'il reportait ses expérimentations sur Paris. C'est pas vraiment une surprise, vu qu'hier, le Conseil d'État a annulé le projet de création d'une plateforme de décollage et d'atterrissage justement qui devait permettre ces tests. C'était prévu du côté de la Seine au niveau d'Austerlitz. 18h08. On va sur les marchés tout de suite. Bonsoir Antoine. Bonsoir Guillaume. Comment ça s'est passé ce vendredi à Paris ? Frustrante cette clôture, moins 0,27%. On est à 7274 points. Frustrante parce qu'on sentait en toute fin de séance vraiment une envie de redécoller. Ça s'était senti depuis des déclarations de la part du président de la Fed de Chicago qui confirme quand même que la Fed a une orientation baissière sur ses taux, qu'il ne faut pas trop non plus surréagir. Et donc ça a le mérite de faire s'envoler Wall Street, mais bon, ça reste lettre morte à Paris. C'était une séance particulière, il y a beaucoup de traders qui vont partir en vacances ce soir et qui ont bouclé leur compte. C'était une séance à 4 sorcières, 4 types de contrats d'options qui sont tombés à échéance, mensuels, trimestriels, c'est les dernières de l'année. Donc on a fait un beau marché, on était à 7 milliards d'euros d'actions négociées sur le CAC 40. La plus forte baisse, elle est pour Thales, moins 1,43 à 137,45 €. Airbus perd 1,11% à 154,78 €, mais on s'est replacé sur Vivendi
vendredi. Il serait temps, le titre rebondit un petit peu, plus 2,4% à 2,51 €. Téléperformance aussi, plus 1,33 à 82,44 €. Donc un CAC qui perd 0,27%, 7274 points, et on perd à peu près 2,5% sur la semaine, ce qui est quand même un bilan très négatif. L'euro, $1,0438, on est remonté un petit peu, mais on reste quasiment sur les plus bas de 2 ans. On regarde ce qui se passe à Wall Street rapidement. Antoine, on est à la mi-séance. Le Dow Jones là, qui s'envole d'1,8%, dont 43 109 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui aussi, en pleine forme. Plus de 1,6%, 19 677 points. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir, Antoine ? La menace d'un shutdown, ça a l'air de réjouir les investisseurs. Le fait aussi que... Alors, il y a eu une déclaration qui était assez drôle, là, l'heure d'avant. C'est un sénateur républicain qui s'exprimait sur Fox en disant il faut que les Européens comprennent que les surtaxes douanières vont permettre d'arrêter de financer la guerre en Ukraine. Bien sûr, oui. Ok, non mais j'ai fait le lien. Alors, il est compliqué. En gros, faut être un peu gonflé quand même. Menace de surtaxe douanière à l'Europe. L'Europe, en échange, va acheter plus de gaz et de pétrole aux États-Unis, donc moins en acheter à la Russie, et donc arrêter en partie de financer la guerre en Ukraine. Enfin, voilà, bien alambiqué. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est assez intéressant. Bien, voilà pour les marchés américains. Merci Antoine. Bon week-end à lundi pour nouvelles aventures. 18h10. Nous, nos experts sans frontières arrivent dans un instant. On va parler de Trump, effectivement, de ses menaces sur l'Europe. On va reparler de l'EPR qui va décoller en France, à Flamanville. Enfin, on espère ce soir. Par extension, on posera la question, est-ce qu'on assiste à un début de revanche du nucléaire sur le continent européen ? Et puis, on parlera de ce sommet de Bruxelles hier qui était censé faire brainstormer les 27 sur l'avenir de l'Europe. Ça n'a pas débouché sur grand-chose, faut bien le dire. On parle de tout ça jusqu'à 19h, évidemment. À tout de suite. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business. Les experts sans frontières. Oui, 18h14, ils sont là comme tous les vendredis, évidemment, nos experts sans frontières pour disséquer l'actualité française, européenne, internationale, aussi nos confrères de la presse étrangère. Ils sont ici en studio, puis ils sont aussi en visio avec nous. On est avec Béatrice Rios qui est en visio avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir Béatrice, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business, journaliste basé à Bruxelles, spécialiste des affaires européennes. Merci beaucoup d'être avec nous. Puis il y a du monde ici en studio, évidemment. Juan Rosé Dorado est avec nous. Bonsoir Juan Rosé. Buenas tardes. Buenas tardes, journaliste espagnol basé à Paris. Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Correspondant du journal suisse Blick à Paris. Puis Benahouda Abdedaïm, notre éditorialiste international. Bonsoir Benahouda. Bonsoir. Et l'envers du globe, bien sûr, votre newsletter qui paraît tous les jeudis. Vous pouvez flasher le petit QR code ou alors aller vous abonner directement sur le site bfmbusiness.com. On vous montrera bien sûr ce QR code à la fin de cette émission. Mesdames, messieurs, nous avons beaucoup d'actu ce soir. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle en ce qui concerne la France. La mauvaise, on en parlera tout à l'heure, la dette qui passe un cap symbolique. Un de plus. La bonne nouvelle, c'est l'EPR de Flamanville chez nous qui va normalement être connecté au réseau électrique ce soir à 23h, si tout va bien. Mine de rien, nous n'avons pas connecté un nouveau réacteur au réseau depuis 25 ans, c'était à Civaux en 1999. Tout ça nous amène à nous pencher un petit peu sur la direction qui est en train de prendre le nucléaire à l'échelle mondiale. Ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe, on a tous les cas ici autour de la table. L'Espagne, Juan Rosé, on va voir ça dans un instant, qui est en train de sortir du nucléaire. La Suisse, qui est peut-être sur le point de faire machine arrière. Chez vous, Juan Rosé, il y a 7 réacteurs nucléaires. Et l'histoire est écrite, on va sortir du nucléaire, c'est ça ? Oui, on va sortir du nucléaire parce que l'Espagne avait pris un tel retard par rapport au nucléaire. Elle n'avait pas les moyens financiers pour récupérer ce retard par rapport à d'autres pays. Et c'est pour cela que l'Espagne a décidé tout simplement de débloquer le nucléaire, de sortir petit à petit. Mais par contre, on a beaucoup investi dans les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'hydraulique, etc. Mais largement pour compenser pour compenser la sortie du nucléaire, parce que c'est la question le manque d'énergie nucléaire, effectivement. Donc, on n'est pas un pays vraiment nucléaire. Alors qu'en Suisse... C'est un pays nucléaire, c'est un pays qui en plus a une relation particulière avec l'atome. Je vous rappelle que c'est le pays où il y a le plus d'abris anti-atomiques également. Mais c'est un pays où on a voté pour sortir du nucléaire. Il y a 5 centrales en Suisse. Il y en a une, ça y est, qui a été débranchée en 2021. Les 4 autres, pour l'instant, continuent de fonctionner. Alors, c'est une sortie du nucléaire un petit peu cynique puisque la Suisse, par ailleurs, a des accords, enfin les sociétés de production d'électricité, parce que c'est privé, ont des accords avec un certain nombre de centrales nucléaires françaises. On pourrait dire qu'elles sont
copropriétaire, notamment, vous savez, de la centrale du Bugey dans l'Ain, dont on parle régulièrement. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on va retirer nos participations. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Mais clairement, la ligne prise, c'est de se retirer du nucléaire avec un avantage, tant qu'il fonctionne, c'est celui du bassin hydraulique suisse et de l'hydroélectricité, puisqu'on est le château d'eau de l'Europe. Est-ce que c'est irréversible ? Je voyais le gouvernement qui a mis aujourd'hui en consultation un contre-projet qui pourrait ouvrir la voie justement à une marche arrière par rapport à la votation qui a eu lieu en 2017 pour sortir du nucléaire. Parce que ça ne vous a pas échappé, on a vu que les Allemands payent cher le prix de la décision d'Angela Merkel. On ne pense pas pouvoir à nouveau compter sur le gaz russe et les Suisses sont plutôt pragmatiques, sachant que par ailleurs, ce que je viens de dire est important, le château d'eau de l'Europe, ça ne tient que s'il y a encore de la neige. S'il y a de moins en moins de neige, ça deviendra compliqué. Mais alors voilà, c'est tous les paradoxes effectivement du discours vis-à-vis du nucléaire. Est-ce qu'on n'assiste pas quand même, Ben Aouda, à un début de revanche de la part du secteur du nucléaire en Europe ? Il y avait lundi dernier une réunion du côté de Bruxelles, réunion des pays de l'Alliance nucléaire. Là-bas, vous aviez les représentants de 16 pays de l'Union qui poussent à la relance de l'atome dans les prochaines années, finalement. Bruyamment, notamment les Suédois, qui ne sont pas coutumiers du fait de parler fort, mais cette fois-ci, ils ont parlé extrêmement fort contre l'Allemagne, en expliquant, on a parlé de cynisme, que les Allemands faisaient preuve d'hypocrisie en privant le reste des Européens des fonds européens pour, le cas échéant, développer leur nucléaire. La ministre suédoise de l'énergie s'est déclarée furieuse à cet égard, et c'est le sentiment que les Allemands se reposent, notamment sur les Français et d'autres, pour leur énergie, et font porter aux autres leurs décisions fondamentales et très certainement irréversibles de sortir du nucléaire, parce que, quoi qu'on en dise, on voit difficilement le nouveau chancelier pressenti, le chrétien-démocrate Friedrich Merz, revenir sur cette décision qui a engagé finalement historiquement l'Allemagne, et d'autant plus que s'il veut gouverner avec les Verts, et alors là, ça serait un casus belli total, sauf s'il parvient à avoir 40 ou 45% des suffrages aux prochaines élections. Il en est quand même assez loin. Il en est quand même assez loin. Il y a eu un débat chez vous en Espagne autour. Comment s'est passé le débat autour de la sortie du nucléaire ? Est-ce que c'était le choc post-Fukushima ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Non, c'était même avant en fait. Même avant. C'est à la fin des années 90, début des années 2000. En Espagne, bien sûr. Encore une fois, l'Espagne avait un tel retard en matière d'énergie nucléaire qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait pas continuer à investir dans le nucléaire. C'est pour ça qu'on est allé du côté des énergies renouvelables. Et là, vous parlez de l'Union européenne. Je fais remarquer quand même que le commissaire à l'environnement est une Espagnole qui est l'ancienne ministre de l'écologie en Espagne, du gouvernement Sanchez, qui est contraire au nucléaire, et donc effectivement cette bataille au niveau de l'Europe va avoir lieu, mais en tout cas l'Espagne sur ce point est assez rigide, puisque pour elle ça fait très longtemps qu'elle a misé sur les énergies renouvelables, sur le gaz liquéfié naturel aussi, donc revenir en arrière c'est impensable, et surtout c'est trop cher. Béatrice Rios, vous nous écoutez depuis Bruxelles, journaliste spécialiste des affaires européennes. Comment est-ce que vous regardez cette Europe à deux visages ? On le dit, il y avait les représentants de 16 pays de l'Union à cette réunion des pays de l'Alliance nucléaire lundi dernier à Bruxelles. On a encore une Europe qui est très fragmentée sur ce sujet fondamentalement. Béatrice, comment vous regardez ça, vous ? Oui, tout à fait, parce que comme vous disiez tout à l'heure, il y a pas mal de pays qui sont dans un parcours pour essayer d'arrêter d'utiliser des autres énergies qui sont beaucoup plus polluables, comme c'est le cas du charbon dans certains pays de l'Est de l'Europe, et qui demandent de pouvoir utiliser l'énergie nucléaire qui est un peu plus avantageuse dans ce sens-là. Par contre, on a des pays justement comme l'Espagne qui sont absolument contre. Ce qu'on a vu dans les dernières années, je pense que les votes sur la taxonomie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la manière dont on définit les investissements comme verts. Et là, on a avec la question de savoir, parce que c'était une question, pardon, je précise, de savoir si on incluait le nucléaire dans cette taxonomie ou pas. Ça a été un grand débat en Europe, évidemment. C'était un gros débat. Et d'ailleurs, on a inclus l'énergie nucléaire comme investissement vert. Donc là, je pense qu'il y a quand même une intention de rester sur le nucléaire dans les temps qu'on ne trouve pas une manière d'avoir des énergies encore plus propres. Et d'ailleurs, l'intention, c'est vraiment d'aller vers les renouvelables. Mais on a compris que pour arriver à avoir une transition à 2050, on avait besoin quand même de l'énergie nucléaire. Et c'est dans ce sens-là qu'on a eu une décision il y a quelques années. Ben Aouda, qu'est-ce qu'il faut penser
pensez de cette Europe encore fragmentée? Alors, le couple franco-allemand en est l'illustration la plus forte, fragmentée sur la stratégie énergétique, sur les questions de stratégie énergétique, fondamentalement. Elle est fragmentée durablement. De toute façon, il y a des positions idéologiques, doctrinales irréconciliables. Et quelles que soient les volontés des uns et des autres, elles resteront irréconciliables. Sachant que les pro-nucléaires pointent du doigt certains échecs patents du renouvelable. Le cas le plus frappant des derniers jours s'est déroulé au Danemark, où une catastrophe nationale au sens politique du terme s'est produite. Il y a eu absolument aucun dossier soumis à l'appel d'offres pour installer le parc éolien gigantesque en mer du Nord, pour des questions de coûts de construction, pour des questions de taux d'intérêt, pour des questions de réglementation, en tout état de cause. Et on parle du Danemark, qui est une façade effectivement littorale. Et qui intéresse beaucoup l'Allemagne. En tout état de cause, c'est se dire si même à cet endroit-là où le vent souffle, où c'est vraiment les conditions pour l'éolien sont parfaitement réunies, vous êtes face à des opérateurs qui refusent d'investir, là se posent vraiment des questions que la commissaire européenne va devoir régler pour l'ensemble de l'Union européenne. Oui, la question s'est pas posée en Espagne apparemment, pourtant. Non, c'est pas vraiment posé. Encore une fois, maintenant, effectivement, il y a des entreprises espagnoles qui ont été candidates à des parcs éoliens, notamment face aux côtes bretonnes. Donc, il y a des entreprises espagnoles qui ont essayé de sortir à l'extérieur. Mais effectivement, après, il faut avoir aussi l'assise financière derrière pour s'élancer dans des projets qui sont mastodontiques, qui sont énormes. Effectivement, là, ça devient un peu plus compliqué, d'autant plus qu'on est dans une situation géopolitique très compliquée. Et donc, effectivement, les entreprises, à un moment donné, le risque à prendre est peut-être trop grand par rapport à la situation qu'on vit. Bon, la Suisse, donc, s'en tiendra à sa position. Pas de... Bon, je pense que pour l'instant, la sortie du nucléaire est toujours au programme. En tout cas, le Conseil fédéral n'a pas indiqué qu'il était prêt véritablement à faire volte-face. Mais ce qui est certain, ne l'oublions pas, c'est que le système suisse, à travers notre système de votation, s'il s'avérait que notre approvisionnement électrique était vraiment menacé, je suis un peu près sûr qu'il y aurait une campagne, ce qu'on appelle une initiative référendaire, qui obtiendrait les 100 000 signatures pour remettre et pour reposer la question du nucléaire. Le problème, c'est que vous ne pouvez reposer cette question tant que vous avez des centrales en marche. Une fois qu'elles sont débranchées, c'est plus possible. La question sans réponse, Benahouda, c'est aujourd'hui nous sommes encore en guerre. Si demain un accord de paix, quel qu'il soit, signé entre la Russie et l'Ukraine, que se passe-t-il? Question sans réponse que je pose évidemment, tout à fait gratuite. Que se passe-t-il si demain, la paix est signée? Est-ce que les Allemands, petit à petit, englués dans leurs difficultés, retourneraient voir ce qui se passe du côté de la Russie, d'autres pays de l'Union européenne? C'est une question sans réponse que je vous pose, mais on se la pose quelque part. Qui peut se le poser légitimement. Il n'y a qu'à voir la manière avec laquelle le candidat chrétien-démocrate Friedrich Merz aborde la question des missiles Taurus à l'Ukraine. Il disait que un peu à la Donald Trump, que 24 heures après son accession à la chancellerie, il signerait. Maintenant, il commence à revenir sur la question, d'autant qu'il a les données qui sont tombées aujourd'hui. Kepler, l'entreprise d'analyse spécialisée dans les matières premières, a sorti que les Européens n'ont jamais autant importé de gaz naturel liquéfié russe qu'en 2024. À mi-décembre, on était à 16,5 millions de tonnes. L'année d'avant, c'était à peine une quinzaine de millions de tonnes. Donc, il y a vraiment l'idée que se passer de ce gaz naturel liquéfié russe, c'est mission impossible, politiquement, économiquement, mais en tout état de cause, les données sont là. Et dans le même temps, alors, arrivera-t-on à résister à la pression de Donald Trump? Parce que ça a été aussi l'actu de ces dernières heures. Donald Trump qui vient de mettre une grosse pression aux Européens. Vous voyez, si vous nous regardez à la télévision, ce tweet, on va appeler ça comme ça, sur son propre réseau social, Truth Social, où Trump dit clairement aux Européens, soit vous achetez plus de GNL, soit ça va se régler à coup de tarifs douaniers. Béatrice Rios, comment est-ce que vous regardez cette menace de Trump? Alors, est-ce que c'est vraiment une menace? D'autant qu'on a entendu ces dernières semaines et Christine Lagarde et Ursula von der Leyen dire pourquoi pas effectivement pactiser avec Trump et acheter plus de GNL finalement américain.
Mais déjà, c'est ce qu'on s'attendait. On s'attendait à un Donald Trump qui essaie de chercher une relation où il essaie de demander quelque chose en retour pour essayer de ne pas imposer ce genre de tarifs. Donc, c'est déjà ce qu'on s'attendait. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on utilise les gaz comme manière d'avoir une relation commerciale un peu moins tendue avec les États-Unis. C'est la même chose qu'on a fait en 2018. On a eu déjà des accords pour importer de gaz. Et la réaction, d'ailleurs, comme vous disiez, justement, c'était de s'offrir à acheter plus de gaz parce que c'est une manière de diminuer la dépendance de la part de la Russie, comme on disait tout à l'heure, mais c'est aussi une manière d'essayer d'avoir une relation plus étroite avec les États-Unis dans un contexte de tension. Aujourd'hui, ce qu'on entend de la part de la Commission européenne, c'est justement que l'Union européenne est ouverte à continuer ces conversations avec les États-Unis pour avoir une relation énergétique plus étroite. Par contre, il faut savoir qu'il faut prendre en compte ce que ça veut dire à long terme dans un contexte où on va y avoir Donald Trump dans la Maison-Blanche et qu'est-ce que ça peut coûter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait, Juan Rosé? Je vous pose la question à tous. Est-ce qu'on laisse Trump faire les gros bras et puis on discute et puis on achète plus de GNL américain ou alors l'Espagne achète déjà GNL américain. Mais comme tout le monde, Comme tout le monde. Mais l'Espagne, notamment, puisqu'effectivement, elle ne bénéficie pas d'une grande production d'énergie nucléaire, mais aussi parce que l'Espagne a 5 usines de transformation de gaz naturel liquéfié. Donc, c'est le pays qui a le plus en Europe de ce signe de transformation. Donc, elle en achète déjà, elle pourrait en acheter encore plus aux Américains, donc c'est pas l'Espagne qui va s'opposer. Et d'un autre côté, l'Espagne a des intérêts effectivement dans cette guerre commerciale qui est ouverte de Donald Trump, ce front commercial avec l'Union européenne, mais pas que l'Union européenne, puisque on sait qu'il y a aussi des affrontements avec le Canada, avec le Mexique, avec la Chine, etc. Non, mais l'Espagne, a priori, achètera plus s'il le faut, parce qu'elle en a besoin. Richard Verly. Bon, le gaz américain, il est disponible. Les Américains vont en produire de plus en plus. Alors, je rappelle que c'est le gaz de schiste qui permet de produire ensuite, qui est ensuite liquéfié, et que l'exploitation du gaz de schiste. Moi, j'étais aux États-Unis pendant 1 mois et demi pendant la période électorale. À tous ces meetings, Donald Trump répétait sa fameuse formule, drill, voilà, on va forer, dans tous les sens. Après, il y a 2 questions qui se posent à mon avis. D'abord, il est évident que s'il y avait ça, on va voir ce que ça donne. Un règlement sur l'Ukraine, l'intérêt objectif de l'Europe, c'est quand même de regarder du côté de la Russie, qui est une ressource plus proche, plus disponible. Ça, on voit la question tout à l'heure. Qui retournera Oui, mais je veux dire, l'Europe, je parle de l'intérêt de l'Europe. L'intérêt de l'Europe, de toute manière, est de ne pas avoir tous ses œufs énergétiques dans le même panier, même si c'est dans le panier du grand frère américain. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Donald Trump, si vous lui laissez le monopole des livraisons énergétiques à l'Europe, vous lui laissez aussi le soin de monter ou de baisser les prix. Parce que Donald Trump, il n'y a aucun cadeau avec lui. Les prix vont baisser, on l'expliquait avec Mathieu Pechberti, on trouve des gros gisements, le Qatar, on voit des gisements qui apparaissent. Donc les prix vont baisser fondamentalement. D'accord, mais en tout cas l'idée de répondre à Trump, oui, on veut votre gaz et seulement votre gaz, je pense que géopolitiquement c'est toujours un peu dangereux, mais il est vrai que pour l'instant, l'Europe n'a pas beaucoup de choix. Quelle est la stratégie de Trump pour vous, Benahouda, à travers cette saillie-là précisé à maintes reprises que dès le premier jour de son mandat, il donnerait des licences pour des terminaux d'exportation. Donc les entreprises ont fondé leur business plan, leur plan de marche sur cette déclaration, avec l'idée qu'il leur ouvrira de toute façon le marché européen, avec un argument supplémentaire assez paradoxal qui a été exprimé par Kevin McCarthy, l'ancien président de la Chambre des représentants, lors de la World Policy Conference à Abu Dhabi en fin de semaine dernière. Avec l'argument qui sonne bien aux oreilles des Européens, c'est que le gaz, le GNL américain serait plus propre que le GNL russe. Il a même dit que ça émettrait sur 1 an 218 millions de tonnes de CO2 en moins si les Européens se tournaient vers le gaz américain plutôt que le gaz russe. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou faux, ou à moitié vrai ou à moitié faux. En tout état de cause, il y a l'argument marketing écologique qui est aussi avancé par les Américains en plus. Oui, mais plus cher ce GNL américain, on est d'accord. Forcément vu qu'il est plus propre. Car plus propre. Voilà Donald Trump qui continue de placer ses pions. Et voilà pour ce chapitre énergétique. Il y avait beaucoup de sujets énergétiques ce soir sur BFM Business. 18h30 tout de suite sur BFM Business, le rappel.
Le rappel de l'actualité, l'EPR de Flamanville, donc je vous le disais, qui va être accordé dans la soirée au réseau électrique national, ce qui ne veut pas dire qu'il sera opérationnel à 100% tout de suite. On va monter en puissance petit à petit jusqu'à l'été prochain. À ce moment-là, cet EPR sera en mesure d'alimenter 2 millions de foyers en électricité. Tout de même, ça faisait 25 ans, depuis 1999, qu'on n'avait pas raccordé un nouveau réacteur nucléaire au réseau. Dans l'actualité des entreprises, encore un plan social qui se précise en France. La fonderie de Bretagne, qui emploie 350 personnes dans le Morbihan, annonce que les négociations en vue de son rachat par un fonds privé ont échoué. La fonderie accuse d'ailleurs Renault d'être responsable de cet échec. Renault avait vendu le groupe il y a 2 ans, mais était resté quasiment son seul et unique client. Et puis, journée catastrophique en bourse pour Novo Nordisk. L'action du groupe danois a dégringolé de 20%. C'est le coup classique dans le secteur pharmaceutique. Le groupe a publié les résultats des derniers essais cliniques d'un traitement anti-obésité. Ceux-là sont moins bons que prévu. 18h31, on revient avec nos experts sans frontières. Dans un instant, on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business. Allez, les experts sans frontières. Ouais, les experts sans frontières, 18h35, deuxième partie jusqu'à 19h. On est toujours avec Béatrice Rios qui est avec nous en duplex depuis Bruxelles. On est en plateau ici avec Richard Verly pour le journal suisse Blick à Paris, Juan José Dorado, journaliste espagnol basé à Paris, Benaouda Abdeldaïm bien sûr, notre éditorialiste international. Alors on voulait parler un petit peu de l'Europe. Vous savez qu'il y avait un sommet européen hier soir à Bruxelles autour du nouveau président du Conseil européen, Antonio Costa. Emmanuel Macron n'était pas là, il était à Mayotte. Et on était censé un peu brainstormer en quelque sorte sur l'avenir de l'Europe. Tout cela à quelques semaines de l'arrivée de Donald Trump. Faire le point aussi sur la situation en Ukraine. Beaucoup de sujets, mais l'Europe qui se cherchait une voie, une direction. Écoutez, Antonio Costa devant la presse aujourd'hui, on n'a pas l'impression, mais est-ce vraiment une surprise qu'il soit sorti grand-chose de ces échanges? Écoutez Antonio Costa. The world is multipolar. Le monde est multipolaire, cela crée de nouvelles opportunités pour développer des partenariats avec des pays de tous les continents. L'UE doit renforcer ses relations avec les pays tiers sur la base de priorités communes. Des priorités telles que la réforme des organisations multilatérales, la protection du droit international, la lutte contre le changement climatique, la préservation des océans ou la réduction de la pauvreté. Bon, on a écouté 30 secondes, ça peut donner l'impression de faire un petit peu catalogue vu ainsi, mais Béatrice, on vous retrouve à Bruxelles, donc journaliste spécialiste des affaires européennes. Comment est-ce que vous regardez cette Europe là qui d'un seul coup s'interroge, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois sur son avenir, mais qui s'interroge et qui s'angoisse forcément à un mois de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche? Bon, déjà, je pense que le focus était justement sur la relation avec les États-Unis, avec les pays tiers du Sud global, comme on appelle, qui d'ailleurs n'est pas très aimé par Antonio Costa lui-même, qui disent que les pays sont complètement différents et qu'il faut pas le mettre dans les mêmes groupes. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que justement, c'était censé de vraiment avoir une conversation approfondie sur les points de vue de l'Union européenne par rapport au monde. Mais alors, les leaders ont passé carrément 1h30 à parler de ça alors qu'ils ont 27. Donc, du coup, je pense pas qu'ils ont une conversation assez approfondie sur les sujets. D'après ce qu'on entend, c'est que surtout les focus étaient sur l'Ukraine et sur le fait qu'évidemment, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, on va avoir un changement de la position des États-Unis et que l'Europe doit se préparer par rapport à ça. Donc, je pense que même si les leaders étaient censés de parler plus des autres sujets, des relations avec des autres pays, le focus était vraiment sur ce qui est le plus urgent, que c'est la question de la sécurité de l'Ukraine et les potentiels impacts pour la sécurité de l'Union européenne. Vous restez avec nous, Béatrice. Benaouda, c'était pas le grand soir attendu, évidemment. Il y aura d'autres réunions de crise, il y aura d'autres réunions de la dernière chance pour parler de l'avenir de l'Europe. Qu'est-ce qui a véritablement émergé ou pas de cette rencontre? La première d'Antonio Costa, c'est peut-être aussi une prise de contact. Ce qui a émergé, c'est un consensus parmi les 27 chefs d'État et de gouvernement pour dire qu'il y a une méthode Antonio Costa respectée, qui ne s'embarrasse pas des détails technocratiques et qui veut redonner au Conseil européen un rôle de fabricant d'orientation stratégique et laisser l'intendance au Conseil de l'Union européenne et aux représentants permanents. Au demeurant, encore une fois, c'est Donald Trump qui fixe l'orientation
Ce soir, on apprend, c'est une information du Financial Times apparemment, que Donald Trump va réclamer aux membres de l'OTAN que le produit intérieur brut consacré à la défense soit de 5%, pas de 2, mais de 5. Donc c'est encore lui qui va fixer le cap, c'est encore autour de son idée à lui que les débats vont avoir lieu, et avec l'idée que pendant ce temps-là, on parle somme toute en l'air sans avoir des idées pratiques, techniques, sur des points aussi importants que le budget militaire des uns et des autres. Nous nous comportons toujours en suivistes quelque part, Juan José Dorado. C'est ça que ça veut dire finalement. On est des suivistes puisque vous apitoyez pas de voir l'Europe là, effectivement. Effectivement, c'était la première d'Antonio Costa, on peut le voir comme ça, mais on nous a vendu une espèce de grand brainstorming sur l'avenir de l'Europe à un mois de l'arrivée de Donald Trump. La réalité, c'est que le poids de l'Europe est toujours, je dirais, c'est la quatrième puissance derrière les États-Unis, derrière la Chine, derrière voir la Russie qui a un poids, peut-être pas économique, mais un poids politique qui impose un certain nombre de points dans l'agenda de tous les pays. Et malheureusement, l'Europe n'arrive pas à retrouver ce poids dont on parle depuis des décennies, et ce n'est pas le cas. Et effectivement, là, vous parliez des déclarations de Donald Trump. Je me rappelle tout simplement que même avant Donald Trump, il y a eu Barack Obama qui avait aussi demandé effectivement que le budget de la défense des différents pays européens soit augmenté. Donc, on est aussi dans une tradition américaine qui est constante. C'est vrai qu'il y a eu la guerre en Ukraine, ce qui a forcé tous les pays à augmenter. Moi, le problème aujourd'hui, après ce Conseil européen, c'est que la seule chose vraiment intéressante qui a pu sortir de là, c'est l'aide à l'Ukraine. Au moins, on va débloquer techniquement les 30 milliards en 2025 et qu'on est derrière l'Ukraine, au moins des façades, en attendant effectivement l'ascension de Donald Trump au pouvoir. Je donne la parole à Richard dans un instant. Je rebondis sur ce que vous disiez. Trump va demander que chaque pays membre de l'OTAN consacre 5% de son budget à la défense. Donc, à ceux qui disaient, à ceux qui disaient Trump a montré les muscles aussi sur la question de l'OTAN, certains disaient, ce ne sont que des paroles, ça ne sera peut-être pas que des paroles finalement. Son vice-président, parce que maintenant élu, a clairement dit que si les Européens ne se conformait pas aux objectifs de dépenses militaires que les États-Unis allaient fixer. Lui, il parlait de 3%, Lady Vance. Il faudrait répliquer par des droits de douane, sanctionner par des droits de douane les États qui ne se vont pas vers les 3%. Donc, un pays comme l'Espagne, qui est très loin des 3%, risque d'avoir de grands ennuis. La France aussi, d'ailleurs, qui est très loin des 3%. Donc, en gros, il n'y aurait que la Pologne qui serait exemptée de droits de douane. Or, de toute façon, vous appliquez des droits de douane aux 27 ou à personne, en l'occurrence. Donc, on est vraiment dans une surenchère et la phraséologie, les discours que l'on entend très apaisés, très généraux, de politique générale, à un moment donné, ça va entrer en collision avec le discours extrêmement volontariste, dirons-nous, des Américains. Ça nous renvoie à la petite phrase de Donald Trump il y a de ça quelques mois qui, pendant sa campagne, interrogeait sur le fait de savoir si un pays était attaqué membre de l'OTAN, mais si qu'il ne payait pas son dû à l'OTAN, est-ce que l'Amérique irait le protéger? Non, pas forcément, disait-il finalement. C'était il est revenu, en substance. Il est revenu sur cette parole, mais enfin bon. Richard Verly. On peut voir les choses de deux façons quand même. Donald Trump menace, et son vice-président aussi, et au fond il menace l'OTAN avec en arrière-plan la possibilité éventuellement de quitter l'OTAN ou de ne pas assurer la garantie de sécurité qui est l'article 5 de défense mutuelle. Mais la réalité, c'est qu'il a besoin de l'OTAN, Donald Trump. Quand vous avez un outil comme l'OTAN, vous ne vous en privez pas, parce que c'est à la fois un outil de domination stratégique de l'Europe, c'est un outil qui rapporte, et lui il veut qu'il rapporte de plus en plus en termes d'équipement militaire. Donc là, les Européens, ils ont quand même une arme, c'est qu'il ne peut pas jouer complètement avec l'OTAN et avec l'Alliance Atlantique. La grande question, elle est, je dirais, stratégique. Est-ce que si il y avait une action, par exemple, russe contre l'OTAN, est-ce que les Européens pourraient garantir aux pays qui seraient attaqués une garantie sans que les États-Unis interviennent? C'est ça la question. Alors là, il y a un grand problème. Est-ce que l'Allemagne, parce que ça pose la question de l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne serait prête à intervenir militairement
au secours, par exemple, d'un pays balte attaqué. La France... C'est pour ça, parce que la question peut se poser demain. Emmanuel Macron, Russie, il faut lui reconnaître, est quand même avancé sur ce terrain, puisqu'il avait même évoqué la possibilité de partager le parapluie nucléaire français ou de le mettre à disposition des Européens. Sauf que sur ce terrain-là, les Européens, ne sont pas tous prêts à aller au feu, si je puis dire, potentiellement, et deuxièmement, Trump fera tout, vous pouvez l'imaginer, pour diviser les Européens, parce qu'une Europe divisée lui profite. Alors que l'Europe a besoin, mais on en parlait hier soir, on était en édition spéciale sur ce thème de l'Europe, et il est plus que prépondérant d'avoir un message politique sachant clair, unique, unifié. Les discours volontaristes pour créer une Europe de la défense ont été volontaristes, on a avancé, mais on est quand même assez loin de ce qui étaient les premières déclarations, de ce que devait être l'Europe de la défense. On n'avance pas. On n'avance pas, effectivement. Non, c'est pas tout à fait vrai. Je suis pas d'accord. Non, il y a des avancées. La grande difficulté, c'est qu'il y a, entre autres, au niveau européen, des concurrences industrielles et que les géants de l'industrie de l'armement ne sont pas prêts à assumer ce qui devrait être une logique européenne, c'est-à-dire se répartir les rôles. Par exemple, l'Allemagne producteur de chars, la France productrice d'avions, autres pays, l'Espagne ou l'Italie productrice de navires. C'est ce qui se fait à l'échelle des États-Unis, au fond. Mais les géants industriels européens ne sont pas prêts à le faire et chaque État veut garder son industrie d'armement, je dirais, avec toutes les catégories d'équipements. Puisque vous parlez de l'Allemagne, je voulais qu'on dise un mot de ce tweet qui a suscité beaucoup de réactions aujourd'hui. Tweet d'Elon Musk qui a clairement adoubé, en tout cas, disons-le clairement, apporté tout son soutien à l'AfD, le parti d'extrême droite allemande, parti anti-immigration. À 2 mois des législatives, seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. Il a reposté en fait un message de campagne de la candidate à la AfD à la chancellerie qui s'appelle Alice Weidel, parti qui prône la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne et de la zone euro, parti qui fait 19% dans les sondages aujourd'hui. C'est un tweet qui a suscité beaucoup d'émoi aujourd'hui, hein, Richard. Je crois que vous venez de le découvrir il n'y a pas longtemps. Moi, je l'ai découvert. Mais je pense que, vous savez, on a beaucoup dit, et on dit encore maintenant, on s'interroge sur le jour où Musk va se fâcher avec Trump. Eh ben, c'est peut-être avec ce genre de tweet. Parce qu'il faut reconnaître que Donald Trump, dès lors qu'il sera chef d'État, il ne pourra plus se permettre ce genre de choses, surtout chef d'État d'un pays allié des États européens. Et à ce moment-là, ce type d'initiative d'Elon Musk peut créer entre les deux un trouble. Et tout le monde se demande un peu, et aux États-Unis, je peux vous dire que tout le monde se pose la question, jusqu'à quand ça va tenir ? Eh bien, c'est peut-être ce type d'initiative qui pourrait être... C'est pas qu'aux États-Unis qu'on se pose la question. Ben Aouda, ici présent, a évoqué le sujet il y a déjà quelques semaines. Voilà. Oui, il a dit que... Un jour viendra où voilà. Oui, il a dit à des élus républicains qu'un jour il se lassera de lui et qu'il finira de l'aimer. Mais au demeurant, c'est quand même Donald Trump qui a saisi la Commission fédérale américaine électorale pour se plaindre du Parti travailliste britannique qui a envoyé 100 militants pour tracter aux côtés du Parti démocrate en estimant que c'était une ingérence et que, à ce titre, il fallait que les États-Unis sanctionnent le Royaume-Uni dirigé par le Parti travailliste. Donc de ce point de vue-là, il est peut-être en accord avec Elon Musk. On verra si ce tweet le dérange vraiment. Béatrice Rios, on vous retrouve à Bruxelles. Comment est-ce que vous regardez ce tweet d'Elon Musk qui n'est pas passé inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, hein, Béatrice? Mais moi, je pense que, en fait, si on regarde ça comme une personne qui est un homme d'affaires avec assez de pouvoir, qui pose juste son avis par rapport aux élections, c'est un truc. Mais le problème, c'est surtout que lui, il est propriétaire d'un réseau social qui peut avoir beaucoup d'influence sur le point de vue des milliers de personnes. Et c'est là qui est un peu préoccupant et qui devrait nous concerner à tous, parce que c'est pas juste son avis, c'est le fait qu'il a changer complètement la manière dont ces réseaux marchent pour essayer de donner beaucoup plus d'importance à des points de vue assez radicaux, surtout de l'extrême droite, dans ce sens-là. Donc pour moi, le fait qu'il y ait un homme d'affaires qui poste son avis, même si c'est très proche maintenant au président des États-Unis, c'est un problème. Mais c'est surtout le fait que lui, il a la capacité vraiment d'influencer des milliards de personnes, et c'est ce genre de points de vue qui le supportent. Juan José Dorado pour l'Espagne. Ça va être compliqué, effectivement, la relation future d'Elon Musk avec... Ah, ça, à vous entendre, ça semble écrit, à vous entendre. À un moment donné, mais vous voyez, il y a ce tweet par rapport à la AfD, effectivement, la donation annoncée au parti de Nigel Farage. Oui. Mais il y a aussi... Combien est-ce qu'il donne à Nigel Farage il a été confirmé qu'il avait proposé de lui donner 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, voilà. Et n'oublions pas qu'au début de la guerre russo-ukrainienne, Elon Musk a voulu imposer à un moment donné un plan de paix.
parce que on savait vous saviez, on utilisait les satellites d'Elon Musk, et à un moment donné, la constellation Starlink, un plan de paix qui n'a pas été évidemment suivi. Donc les ingérences d'Elon Musk dans le monde occidental. Quand Trump et Zelensky se sont parlé il y a un mois au téléphone, Musk a participé à la conversation. Enfin, il était à l'écoute. Voilà, donc il est vraiment aux avant-postes. C'est pour ça que ça va devenir compliqué dans les prochaines semaines, comme disait Richard, parce que effectivement, une fois Donald Trump est président des États-Unis en exercice, il y a des choses qu'il ne pourra pas, même s'il peut être d'accord, mais il y a des choses qu'il ne pourra pas faire ou accepter. Benahouda. Notre consoeur à Bruxelles disait que c'était un milliardaire, mais un homme d'affaires, mais ça sera au-delà d'un milliardaire et d'un homme d'affaires, ça sera un responsable du gouvernement fédéral américain, avec un titre. Donc à ce titre-là, c'est une ingérence d'un État extérieur dans le fonctionnement de l'Union européenne. Premier point. Et deuxième point, c'est que hier, un de nos invités mettait en cause l'ingérence russe et chinoise. Que va répondre l'Union européenne à ce sujet ? Les Allemands, actuellement, les Verts, les sociodémocrates mettent l'accent sur le fait que c'est un multimilliardaire qui vient au secours d'un parti nationaliste. Mais ce n'est pas qu'un multimilliardaire, c'est un responsable gouvernemental américain. C'est beaucoup plus important qu'un milliardaire. Richard Verdi, j'ajoute, n'oublions pas qu'Elon Musk a choisi l'Allemagne comme lieu d'implantation de sa gigafactory, de son usine Tesla, et qu'avec Elon Musk, il y a toujours une arrière-pensée qui est d'installer ou de profiter d'un gouvernement qui lui serait favorable pour ses propres entreprises. Donc c'est aussi l'homme d'affaires qui rêve, parce qu'au vu des sondages, il semble rêver, que l'AfD prendrait le pouvoir en Allemagne et lui serait favorable, et donc favorable à Tesla. L'AfD est à quoi, 19-20% dans les sondages approximativement aujourd'hui. Oui, mais surtout, c'est que pour l'instant, strictement personne ne veut faire coalition avec l'AfD. C'est ça qui pose problème à l'AfD, c'est que donc elle ne peut pas être faiseuse de roi, comme on dit entre guillemets. C'est pour ça que l'hypothèse de la grande coalition reste la plus probable. Bien, il nous reste quelques minutes pour parler un petit peu de la France, parce qu'il y a ce chiffre qui est tombé ce matin. Alors c'était inéluctable, ça a été confirmé à la fin du 3e trimestre, donc à la fin septembre, la dette française publique a passé le cap des 3300 milliards d'euros, ce qui représente quasiment 114% de son produit intérieur brut. Écoutez, tiens, un sujet ce matin, Éric Coquerel, président LFI de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui est conscient qu'il y a une difficulté, évidemment. Ce qui est important de dire, c'est la charge de la dette. La charge de la dette augmente, ça c'est vrai que c'est un problème. C'est-à-dire ce qu'on paye comme intérêt. Une soixantaine de milliards d'euros. En PIB, elle va pas beaucoup autant augmenter ça, ce qui est ça qu'il faut regarder, mais elle augmente. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant ça. Qu'un État fasse de la dette pour investir sur les grands équipements en matière écologique, ça va. Qu'un État fasse de la dette pour payer les cadeaux fiscaux aux plus riches, comme on l'a fait, parce que le problème de la dette en France, c'est un manque de recettes. Et c'est un manque de recettes qui a bénéficié essentiellement aux ultra riches et aux très grandes entreprises. Ça, c'est un problème. Voilà, Éric Coquerel, ce matin au sujet de cette dette. Alors, selon les projections, vous savez, récemment, Paris a envoyé des projections à Bruxelles sur plusieurs années. Et Paris dit, en gros, la dette va continuer d'augmenter. On est à 114% du PIB, on sera à 117% en 2027. Et après, ça va recommencer à se tasser. Certains disent déjà que c'est très très ambitieux, voilà, cet objectif. Oui, moi je suis surtout stupéfait par Éric Coquerel, est donc président de la commission des finances. Oui. Et je suis stupéfait d'entendre dire que le problème de la dette française, c'est un problème de recettes. Sauf erreur, le taux de prélèvement obligatoire, c'est 46% de la richesse produite en France chaque année part en prélèvement obligatoire. Et donc 46% de prélèvement obligatoire serait insuffisant pour financer la dette. Le problème, il est structurellement un dérapage des dépenses publiques. L'État français pris dans sa globalité, c'est-à-dire avec les collectivités locales, avec l'ensemble des structures étatiques, dépense trop. C'est ça la réalité, et que le président de la commission des finances ne le reconnaisse pas, je trouve ça inquiétant. Béatrice Rios, on ne voit pas vraiment de déclaration de la part des dirigeants européens, de la part de la commission de Bruxelles. Est-ce qu'on est toujours prêt à faire preuve de clémence vis-à-vis de la France, comme on le fait depuis un certain temps ? Et aujourd'hui encore, malgré les événements récents, la censure du gouvernement notamment et l'impasse politique. Du coup, ce qu'on entend depuis longtemps, comme on avait discuté tout à l'heure, c'est le fait que d'un côté, il paraît que la Commission est convaincue que les parcours de réduction de la dette en France à moyen et long terme, c'est crédible, et donc c'est pour ça qu'ils donnent leur support. Mais par contre, il y a quand même une préoccupation pour l'instabilité politique et pour à quel point les gouvernements vont continuer à être en place et être capables de mettre en place tous les réformes qui sont nécessaires pour faire en sorte qu'on aboutit à sa réduction de la dette.
Donc il y a ces deux côtés-là, parce que quand même il y a une préoccupation, parce que la France est quand même un poids important dans l'économie européenne et qui peut avoir d'impact pour l'économie européenne en soi s'il y a des problèmes qui continuent comme on voit maintenant dans les pays. Est-ce que, Juan José Dorado, chez vous en Espagne, est-ce que ça irrite de plus en plus les jours passent, plus cette France hier donneuse de leçons, et aujourd'hui l'Espagne qui fait la remontada qu'on connaît avec, je crois, plus de 2% de croissance cette année et l'an prochain. Effectivement, on va être près de 2,8 des croissances pour l'année prochaine. Mais surtout, ce qui nous frappe, ce qui nous interpelle, c'est que vous avez parlé de la dette française, effectivement près des 114%, mais en même temps l'Espagne est à 104%. Et là on se dit, mais attendez, il y a un souci quelque part qui est quand même 10 points de différence. Oui, mais l'Espagne a fait le sale boulot, on va lui dire ça. Oui, nous avons fait le sale boulot, comme les Allemands l'ont déjà fait, puisque quand on compare la dette allemande à la dette française, la différence est encore plus importante. Et d'autant plus que la France vient d'annoncer effectivement qu'elle va aller chercher 300 milliards pour l'année 2025 dans les marchés financiers. Et ça revient à une autre question, c'est que la France systématiquement, elle va budgétiser au-delà de l'argent qu'elle va recevoir, ce qui est interdit en Espagne, puisqu'on avait voté constitutionnellement la clause d'or qui interdit de pouvoir budgétiser, avoir un budget supérieur aux recettes que nous allons recevoir. Le fait est effectivement que c'est structurel, ça paraît très compliqué. Vous avez parlé en 2027 des 117% peut-être, Moody's parle même des 120% du PIB au niveau de la dette. C'est quand même dangereux ce qui se passe en France. Moody's qui nous a dégradé quelques heures après notre dernière émission la semaine dernière. Oui, effectivement, l'inquiétude monte autour des agences de notation, pas des marchés qui restent pour l'instant relativement sereins finalement, Benahouda. Oui, mais à terme, ce qui commence à poindre, c'est la souveraineté de la dette française. La banque britannique Barclays, en s'appuyant sur les données du Trésor américain, a trouvé que la dette française était détenue à 50% par des non-résidents étrangers, des non-résidents. C'est 10 points de plus que pour l'Espagne, c'est 22 points de plus que pour l'Italie. Donc, dans un sens, s'il y a bien un pays de la zone euro qui est entre les mains des investisseurs étrangers, c'est la France, qui, donc, de ce point de vue-là, sera peut-être confrontée à un réveil douloureux, parce que c'est la puissance de la zone euro qui détient le moins sa dette chez elle. Donc il y a un problème de ce point de vue-là de la souveraineté de la dette française. Sachant que la croissance française pour l'année prochaine est inférieure à 1 point, techniquement, sachant que l'instabilité politique n'aide pas du tout à trouver des solutions et à donner de la confiance. Donc effectivement, le fait que la dette soit détenue par des non-résidents, c'est important, d'autant plus que l'Europe, depuis plus d'une décennie, s'intéresse justement à qui détient la dette des pays de l'Union européenne. Donc la France, effectivement, n'a pas fait les devoirs tels qu'elle aurait dû les faire. Donc il faut prendre exemple sur l'Espagne, évidemment. Voilà, mais je ne sais pas si c'est le bon exemple, l'Espagne. Je ne sais pas surtout si ce qui a été fait en Espagne et dans les pays du Sud, les pays périphériques, est applicable en France, ne serait-ce qu'au quart du dixième du tiers, finalement. Voilà, effectivement. Mais ça, c'est un travail de pédagogie. Vous en savez quelque chose, on en sait effectivement quelque chose. Voilà, c'est déjà terminé pour cette émission, 18h57. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Business. Béatrice Rios, que l'on salue depuis Bruxelles. Merci beaucoup, Béatrice. À très vite, avec plaisir. Journaliste basé à Bruxelles, spécialiste des affaires européennes. Juan José Dorado, journaliste espagnol basé à Paris. Merci à Richard Verly, correspondant du journal suisse Blick à Paris. Et puis Benahouda Abdeldaïm, notre éditorialiste international. Merci Benahouda. Et donc l'envers du globe, la newsletter internationale de Benahouda qui paraît tous les jeudis. Vous pouvez flasher le petit QR code comme je vous le disais ou aller vous inscrire à la newsletter de Benahouda directement sur notre site bfmbusiness.com. Merci à toutes et à tous. Très bonne fête pour celles et ceux qui sont en vacances à partir de ce soir. On se retrouve, nous en tout cas, lundi prochain, 18h pour de nouvelles aventures. Et moi, je vous redonne les grands titres, en tout cas, dans un instant, car il sera 19h dans quelques minutes sur BFM Business. À tout de suite. Bonne soirée. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.